Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 17 septembre et à la une de ce journal, le détachement de la Légion étrangère. Ce dernier occupe une place stratégique dans l'avant-poste qu'est l'île aux parfums dans le canal du Mozambique. Appelés à intervenir dans toute la sous-région en très peu de temps, les hommes du DLEM ont besoin d'entraînement constant. Pour cela, plusieurs exercices ont lieu au fil de l'année. Ce matin, et pour la première fois depuis de nombreuses années, un entraînement de parachutistes s'est déroulé. Paul-Arthur Avit est parti y assister. Reportage. La particularité du détachement de Légion étrangère de Mayotte est d'être une compagnie tournante. Tous les 4 mois, la compagnie est relevée par un régiment de métropole. Actuellement, le DLEM accueille la 2e compagnie du 2e régiment étranger de parachutistes. Dans le cadre de leur venue sur Mayotte, ces parachutistes ont besoin d'entraînement constant. Un minimum de 6 sauts par an est requis, mais plus de sauts durant l'année leur permet d'être mieux préparés en cas d'appel. C'est dans ce cadre et avec l'occasion de sauter au-dessus d'une île avec un biotope équatorial que cet entraînement a eu lieu. Dans leur cadre de leur séjour ici, ils ont besoin de s'entraîner parce que le DLEM est amené à intervenir sur très court préavis et 24 heures sur 24, soit dans la sous-région ici, dans l'océan Indien, ou même sur le continent africain. Donc cette compagnie a besoin de s'entraîner, de mieux connaître ce milieu, et Mayotte pour ça est un endroit assez idéal pour apprivoiser le milieu des lagunes. Ou encore le milieu des forêts équatoriales, un entraînement qui a pu avoir lieu grâce à la présence d'un avion de l'armée de passage sur l'île pour effectuer une relève sur les îles Glorieuses. Donc il n'y a pas d'avion sur Mayotte en permanence, d'avions militaires. Les avions sont à La Réunion, donc on évite, dans le cadre des économies budgétaires que tout le monde connaît, on évite d'utiliser des avions uniquement, faire déplacer un avion ici uniquement pour effectuer un saut, ce serait un peu dommage. Mais il y a des avions régulièrement qui passent, donc là on a saisi cette occasion pour récupérer ces moyens. L'entraînement s'est ensuite poursuivi avec une libération d'otages et une prise d'objectifs. Les hommes de la 2e compagnie du 2e régiment étranger de parachutistes vont devoir par la suite atteindre un objectif situé au sommet du mont Benara. Ils seront récupérés demain après une longue marche dans le nord de l'île. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Jacques Martial Henry, chargé de mission MCG, délégataire Mayotte Channel Gateway. Jacques Martial, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pierre Balouchi. Bonsoir à toute la population de Mayotte. Alors, ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, l'actualité, c'était ce conseil portuaire qui avait lieu au port de Longoni. Un conseil portuaire qui ne s'est pas vraiment passé comme prévu, puisque le quorum n'a pas été atteint. Il n'a pas été atteint parce que, notamment, MCG, ses représentants, n'étaient pas présents. Pourquoi ? Moi, j'étais présent quand même. Vous avez claqué la porte assez rapidement ? Non, j'ai été présent. Nous avons été convoqués par Madame Halima Bamdou, qui est suppléante de Madame Fatima Soufou. Donc c'est Madame Halima Bamdou qui nous a convoqués à ce conseil portuaire. Donc j'ai répondu au nom de MCG présent à ce conseil portuaire. Et c'est à ma grande surprise, c'est Mohamed Sidi qui présidait le conseil portuaire. Alors ça vous pose problème. Premièrement, il n'y a pas eu de quorum. Déjà, lui, il croyait que le quorum, c'était 9 personnes du fait que les membres du conseil portuaire sont 16. Or, le quorum, c'est 2 tiers des membres qui composent ce conseil, c'est-à-dire 12 personnes. Et non pas plus de 50% comme c'est le cas Voilà. parfois. Deuxièmement, la présence de Sidi Mohamed en tant que président de ce conseil portuaire. Il y a eu une première délibération qui nommait Mohamed Sidi comme président du conseil portuaire en remplaçant du remplaçant. Ça, c'est du jamais vu parce qu'il ne remplaçait pas Mme Fatima Soufou, mais il remplaçait Mme Halima Bamdou, qui est en congé maternité. Et son mandat finissait au 31 août. Donc, une deuxième délibération a été prise le 12 septembre, jeudi dernier, pour nommer M. Sidi Mohamed, président du conseil portuaire, jusqu'au 31 décembre de cette année. Or, la personne qui avait présidé la séance pour nommer Madame Sofia, la première vice-présidente, comme
présidente du conseil portuaire, c'était M. Swabadine Bouraramadani qui avait présidé cette séance. Donc jusqu'à là, nous on ne conteste pas la présidence de Mme Fatima Soufou comme présidente du conseil portuaire. Par contre, nous contestons la présidence de Mohamed Sidi comme président du conseil portuaire parce que la séance a été présidée par un vice-président. En l'occurrence, la troisième vice-présidente, Mme Raissa Antum. Or, la loi est très claire. La loi de 2 mars 1982 qui a été abrogée par la loi de 1996 dit clairement qu'un vice-président ou une vice-présidente ne peuvent pas suppléer le président du conseil général en ce qui concerne la présidence du conseil. Et donc, qui selon vous aurait dû présider? Swabadine Ibrahim Ramadani en personne? Swabadine Ibrahim Ramadani en personne. Un vice-président ne peut pas présider un conseil général. Un vice-président qui préside un conseil général, c'est illégal. Toutes les délibérations sont illégales. Donc la nomination de Mohamed Sidi comme président du conseil portuaire dans une séance présidée par une vice-présidente est illégale. Aujourd'hui, c'est ça le vrai problème, Jacques-Martial Henry, parce que... C'est le premier problème, il n'y a pas eu de quorum. Deuxième problème, c'est que Mohamed Sidi ne peut pas présider cette séance. Il peut le faire si la séance du conseil général, qui le délègue comme président du conseil portuaire, est présidée par Swabadine Bouraramadani en personne. Il ne peut pas y avoir, contrairement à la mairie. La mairie, un adjoint maire peut suppléer le maire dans la présidence du conseil municipal. Mais au conseil général, ce n'est pas possible. Donc nous, on s'interroge pourquoi la préfecture ferme les yeux face à une telle situation. Mais Jacques-Martial Henry, le fond du problème, il n'est pas là. Aujourd'hui, on avait des sujets importants à l'ordre du jour, notamment les prix au port de Longoni. C'est un problème primordial. Nous voulons la loi, nous voulons la transparence. Vous imaginez un président du conseil portuaire? Vous ne pouvez pas discuter de sujets, quelle que soit l'ampleur de ces sujets, si la présidence elle-même est illégale. Donc c'est un premier problème qu'il faut régler. Mais aujourd'hui, vous le savez, Jacques, le président était en convalescence, la première présidente est souffrante également. Impossible, la loi est claire. Lorsque le président, le vice-président peut présider la séance, lorsque la présidence... Le siège du président est vacant. Or, le siège du président, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas vacant. Donc, et si le siège du président est vacant, le vice-président préside la séance dans un délai de 1 mois. C'est une présidence provisoire dans l'objectif de remplacer les membres du bureau. Voter un nouveau président avec des nouveaux vice-présidents. C'est ça la loi. Est-ce que ce n'est pas une excuse, Jacques-Martial Henry? Est-ce que ce n'est pas une excuse parce qu'on est sur de vraies problématiques? L'ordre du jour, c'était notamment les prix, c'est notamment ces types de conventions AOT. Il y avait de vrais sujets notamment de discorde. Quelle que soit l'ampleur des sujets à discuter, moi je me suis présenté. Est-ce que ça n'arrange pas MCG finalement? Non. Je me suis présenté parce que c'était Madame Bamlou qui nous a conviés. Je suis allé pour aller discuter de ces dossiers, mais je ne peux pas discuter des dossiers avec une présidence qui n'a aucune légitimité en violation des règles de droit. C'est ça la question. Toutes les questions sont importantes. Les sujets sont importants. Vous êtes prêt à discuter de ces sujets Absolument. Avec vos partenaires? Dès lors que la personne légitime pour présider la séance est là, nous on ira discuter. Et puis deuxièmement, la loi est très claire. Les séances du conseil portuaire ne sont pas publiques. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne sont pas membres du conseil portuaire qui assistent? C'est ce que vous avez notamment le SGAR, notamment un certain nombre de fonctionnaires, notamment un certain nombre de la secrétaire générale de l'Union maritime qui est présente. À quel titre? Récemment, c'était les avocats de la SMART qui étaient venus là, le mandataire judiciaire. À quel titre? Nous sommes dans quel pays ici? Nous ne sommes pas dans une république bananière. Pourquoi le préfet ferme les yeux sur une telle situation alors qu'il est là, il est chargé
pour assurer la légalité des actes. Vous l'avez alerté justement là-dessus? Attends, il est au courant. Il est au courant de tout ce qui se passe. Mais là, je crois... Ressort directement. C'est pas directement de son ressort. Est-ce que quand vous prenez voilà la délibération. Une délibération présidée par Mme Raïssa Andoumou le 12 septembre dernier qui nommait Mohamed Sidi comme président du conseil portuaire. Cette délibération a été soumise au contrôle de la légalité du préfet hier. On attend ces observations. Voilà une deuxième délibération qui faisait état d'une convention entre le président du conseil général et le président et le préfet sur la nomination de M. Marandé comme assistant du conseil général et chargé des missions du préfet. Cette délibération date de 3 mois, présidée par Madame la 5e vice-présidente du conseil général. Et le préfet n'a fait aucune observation sur une délibération grossièrement illégale. Ces délibérations, vous venez d'en prendre connaissance ou vous le saviez avant? On vient d'en prendre connaissance parce que les délibérations n'ont jamais été affichées. Nous, on ne sait pas ce qui se passe au conseil général. Il faut afficher les délibérations pour ouvrir les droits de recours. Alors Jacques Martial, demain il y aura un nouveau conseil portuaire. Cette fois-ci, pas besoin de quorum. Oui. Il risque de se tenir. Comment ça va se passer? Est-ce que vous serez présent? À ma grande surprise, je serai présent pour leur donner une bonne leçon de droit. À ma grande surprise. J'ai ici l'article R 5314-23 qui parle de la convocation et du fonctionnement du conseil portuaire. Cet article comporte 5 alinéas. Rapidement, les plus importants. Alors, le troisième parle du conseil de quorum. Que lorsque le quorum n'est pas atteint, on convoque de nouveau le conseil et il n'y a pas besoin de quorum. Mais c'est l'alinéa 2 qui parle de la convocation. La convocation, c'est délai de 15 jours. Le président du conseil portuaire convoque le conseil portuaire dans un délai de 15 jours. Et sans délai, à la demande du préfet, d'un concessionnaire ou de 2/3 des membres du conseil. Ce qui n'est pas le cas. Le préfet n'a pas demandé la convocation de ce conseil portuaire, ni la concessionnaire MCG n'a pas demandé la convocation de ce conseil portuaire, ni même les 2/3 du membre du conseil portuaire ne l'ont pas demandé. Donc ça veut dire que le président doit respecter le délai de 15 jours. Vous imaginez, c'est à 16 heures que je reçois une convocation pour un conseil portuaire demain à 9 heures. On est dans quel pays ici? Jacques Martial, dans une république bananière. On a compris effectivement que selon vous, il y a des irrégularités au niveau du droit et que toutes les choses ne sont pas faites dans le bon ordre. Mais dans le fond, Jacques Martial, on parle, et notamment MCG aujourd'hui, avec cette volonté que la Smart s'en sorte, avec cette volonté d'éponger les dettes. On est dans une logique d'apaisement. Est-ce que là, on n'est pas encore en train de tourner en rond et d'être dans une logique d'affrontement plutôt que de résolution des problèmes? Quand il y a une loi, le code de transport. Mais est-ce qu'on ne peut pas en discuter? Est-ce que vous en avez discuté avec les personnes sur place? Vous ne pouvez pas discuter sur l'illégalité des actes. Mais avec les personnes sur place, sur le fait, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu lorsque vous avez Mais ça, expliqué? c'est vraiment... ça fait preuve de manque de respect de la légalité qui nous gouverne. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de trouver un consensus justement sur la prochaine date de réunion? C'est ça qui pose problème. On a l'impression que le dialogue à la vraie présidente du conseil, légalement nommée, de convoquer le conseil dans les délais. On ne demande pas un consensus ou je ne sais pas quoi. Les lois sont déjà là. Il faut les appliquer. Mais est-ce que ce n'est pas ça, Jacques Martial, aujourd'hui le problème? Ce manque de dialogue, le fait qu'on n'arrive pas à discuter dans ce port? Non, les gens discutent. Mais il y a des gens qui ne veulent pas discuter. Et ils veulent imputer leur volonté de ne pas discuter à Mme Nel. Mais certains disent la même chose de Mme Nel. Non, quand vous avez vu la convocation, il est là. Quand vous envoyez une convocation, la convocation est le 17 septembre pour une réunion le 18 septembre à 9 h. Signée par Mohamed Sidi, affaire suivie par Siti Maoulida. Vous voyez? Jacques Martial, en violation de la règle de droit. Une dernière question avant de nous quitter, le temps nous presse.
Est-ce qu'on va réussir à sortir de ces conflits permanents au port de Longoni? Est-ce qu'on va réussir à un moment donné à se mettre autour d'une table? Parce que même se mettre autour d'une table, ça semble impossible aujourd'hui à Longoni. Est-ce qu'on va réussir, selon vous, à un moment donné, à faire abstraction, faire éponge finalement de tout ce qui s'est passé, de toutes ces problématiques, de tous ces conflits judiciaires entre le département, le délégataire, la SMART, et enfin se mettre autour d'une table? C'est ce que tout le monde semble réclamer. Lorsque le préfet, lorsque la ministre, lorsqu'on nomme un spécialiste soi-disant pour accompagner le conseil général, 3200 agents, il faut une personne pour les accompagner, ça c'est un véritable problème. Mais en tant que Mahorais, ça me fait honte cette histoire. En tant que Mahorais, ça me touche profondément. C'est une honte. Et que ces mêmes personnes ne respectent pas la loi. Ici, on ne demande pas ce que vous pensez. Il y a des lois qui nous gouvernent. Lorsque le préfet, ces ministres-là nous regardent en face qu'il faut respecter la loi et qu'eux-mêmes, ils sont incapables de la respecter, comment voulez-vous qu'on discute? Jacques Martial, merci beaucoup. Et puis vous voulez imputer ça à Madame Nel? On n'impute à personne, c'est à chacun de se Non, faire, pas vous. Mais l'idée, c'est de comprendre si on réussira effectivement à trouver un terrain d'entente au moins pour discuter, car aujourd'hui même la discussion semble compliquée. Jacques Martial, merci beaucoup et on suivra de très près, bien entendu, cette situation au port de Longoni et ce conseil portuaire qui a été reporté à demain, faute de quorum, mais ça semble très compliqué. Merci beaucoup Jacques Martial d'avoir accepté notre invitation. La réforme des retraites n'a pas fini de faire parler d'elle. Depuis hier, la plupart des barreaux de France sont en grève pour dénoncer ce projet de loi qui vise à réunir les 42 régimes de retraite différents en un seul universel. Pour les avocats, il s'agit là d'une atteinte grave à leur profession qui aura des conséquences directes sur la qualité du système judiciaire français. Mayotte n'est pas épargnée par le problème et la grève devrait également avoir un impact localement. Au montage, Leslie Vimenet. Hier, aux alentours de 11h, quelques avocats du barreau de Mayotte se sont réunis devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou. Ils comptent défendre leur régime autonome de retraite porté par la Caisse nationale des barreaux français. Nous avons fondé une caisse de retraite, la Caisse nationale des barreaux français, qui n'est pas un régime spécifique, c'est un régime autonome. D'accord. Nous ne demandons strictement rien à personne. Notre régime est excédentaire. Oui. Nous versons chaque année 80 millions d'euros aux autres régimes déficitaires dans le cadre de la grande compensation entre chaque avocat français verse 1200 euros sans retour aucun, hein, c'est inclus dans nos cotisations CNBF, dans nos pour les autres régimes de retraite. En clair, vous payez ma retraite ou voilà. ma future retraite. Voilà. En partie. Voilà. Un régime aujourd'hui remis en question par la réforme des retraites qui prône un régime universel. Cela implique notamment le doublement des cotisations de retraite pour les avocats. En effet, actuellement, elles sont supportées à 14% par l'employeur et à 14% par le salarié. Avec le régime universel, les 28% s'aligneront sur leur revenu net. Le principe de la retraite des avocats, c'est que nous avons une retraite de base qui est égalitaire entre tous les avocats. C'est à peu près, c'est pas énorme, c'est une retraite de 1700 euros à 67 ans. Hein, je tiens à le dire. Nous autres avocats, on n'est pas là en train de vouloir la retraite militaire à 30 piges. Non, nous, notre retraite, c'est à 67 ans. Hein, 64 ans, là, on est en train... et si vous voulez, on a donc cette retraite de base qui est égalitaire. Donc, un avocat qui gagne beaucoup va cotiser beaucoup pour une retraite de 1700 euros et l'avocat qui ne cotise pas beaucoup va aussi avoir cette même retraite. Et au-dessus de ça, nous avons ce que je vous disais tout à l'heure, des points de retraite, là on tombe dans le système à points que veut Monsieur Delvoye, où là, voilà, c'est la retraite complémentaire. Cette réforme ferait passer le taux de charge des avocats à 60%. Autant dire que la gronde ne fait que débuter, car si pour l'heure, la grève ne revêt pas un caractère radical, elle pourrait le devenir rapidement. Tous les avocats n'étaient pas présents hier.
mais la mobilisation est forte. Et lorsque j'entends Madame Belloubet qui dit qu'elle ne reculera pas sur ce dossier, nous ne reculerons pas non plus. Ouais. Parce que là, il s'agit de nous prendre ce qui nous appartient. Personnellement, j'ai choisi une profession libérale. Je suis mon propre patron. J'ai ma propre déontologie. Je ne suis pas salarié. Je ne suis pas fonctionnaire. C'est un choix que j'ai fait. Maintenant, j'attends que l'on respecte mon choix. Parce que, en ce qui me concerne, clairement, ça a été un des facteurs qui, je veux dire, ce régime de retraite, etc., qui ont conduit à ce que je choisisse cette profession. La ministre de la Justice et garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a annoncé qu'elle ne reculerait pas sur ce dossier. Autant dire que ce projet de loi risque fort d'occuper l'actualité nationale et locale lors des prochaines semaines. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la nouvelle compagnie Air Mayotte ou encore l'arrestation de 2 individus auteurs d'une violente agression dans un bus scolaire. Au montage, Leslie Vumenet. Pas moins de 700 noms ont été proposés aux 3 porteurs du projet de la nouvelle compagnie aérienne. La plupart d'entre eux ont été soumis par les élus du département et hier soir les actionnaires étaient réunis afin d'acter le naming du projet. Tard dans la soirée, Mawaï Boudine Matroukou, le directeur de AB Travel & Tour, a annoncé par voie de communiqué que la nouvelle compagnie serait nommée Air Mayotte. À compter de novembre 2019, cette compagnie devrait desservir l'île de la Réunion à raison de 4 puis de 7 vols par semaine à l'horizon 2020. Par ailleurs, les actionnaires travaillent sur une manière de faciliter les correspondances qui sont souvent difficiles entre Paris-Charles de Gaulle ou encore Maurice. Durant le mois d'octobre 2019, un site internet Air Mayotte devrait voir le jour afin de permettre aux futurs passagers de mieux s'imprégner de cette nouvelle opportunité de voyager. A noter que AB Travel & Tour SAS sera remplacé prochainement par la société Air Mayotte SAS. Samedi dernier, aux alentours de midi à Mtsamoudou, 2 jeunes ont pénétré dans un bus scolaire assurant la liaison entre le lycée de Bandrélé et le village de Dapani, armés de tchombo et d'une batte de baseball avec des clous. Ils ont alors asséné des coups violents à 2 passagers sous les yeux des autres élèves sous le choc. Les militaires de la brigade territoriale autonome de Mzouazia sont arrivés rapidement sur les lieux, renforcés par une patrouille de gendarmerie mobile. Les 2 victimes ont été transportées au CHM de Mramadoudou. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Vers 18h30 le jour même, les militaires de la brigade de Mzouazia ont interpellé et placé en garde à vue 2 mis en cause. Ces derniers ont été présentés au juge des enfants hier, mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Selon la gendarmerie, ils ont reconnu les faits et expliqué l'agression comme une vengeance suite aux moqueries subies le matin même par l'un d'entre eux, après son exclusion d'un autre lycée. La semaine dernière, nous évoquions la réouverture des discussions entre la France et l'Europe en matière de pêche des navires seychellois dans la zone économique exclusive de Mayotte. Le sujet inquiète et fait aujourd'hui réagir le député Mansour Kamardine. Selon lui, un nouvel accord de pêche entre l'Union européenne et les Seychelles présenterait l'avantage de la confirmation de la reconnaissance de la francité de Mayotte par un État membre de l'Union africaine, membre de surplus de la COI. Néanmoins, à l'instar de Younous Omarji, Mansour Kamardine se montre alarmiste quant à la préservation de la biodiversité et l'atteinte à la ressource économique sans contrepartie pour Mayotte d'un accord avec les Seychelles. Le député vient donc d'interpeller par écrit le ministre de l'Agriculture afin d'établir une analyse objective de l'intérêt pour Mayotte et les Mahorais, au-delà des intérêts d'autres territoires régionaux, d'un nouvel accord avec les Seychelles sur la pêche dans la zone économique exclusive mahoraise. Elle était l'une des dernières chatouilleuses. À plus de 100 ans, Eshati Maolida, plus connue sous le surnom de Mwenge, s'est éteinte. Une lumière nous a quittés, mais son souvenir demeure. Ce matin, son plus jeune fils a accepté de venir nous parler de cette femme courage qui se sera battue jusqu'au bout pour ses idées et l'avenir de son île. Car si le développement de Mayotte n'a jamais été à la hauteur de ses attentes, la chatouilleuse n'a jamais émis aucun regret sur le choix de Mayotte française. Au montage, Leslie Vumenet. Il est des hommes et des femmes dont l'histoire se souvient, Eshati Maolida est de ceux-là. Peu connue de son vivant, elle a pourtant joué un rôle important dans le combat pour que Mayotte demeure française. Désormais partie rejoindre ses sœurs chatouilleuses, elle laissera le souvenir d'une femme engagée jusqu'au bout.
L'animation, parce que voilà, l'animation aussi, en fait, une fois sur place, cette animation, parce qu'à travers ces chants, notamment de Marolida, donc pour maintenir en fait les foules toujours éveillées. Donc ce rôle de mobilisation et dans certaines conditions, quand des événements qui se produisent normalement vers le sud, donc notamment quand il fallait garder en fait l'appel là de bulldozer là, en fait le donc voilà, donc pour pouvoir, donc c'était à Moro, et puisque elle est de Bouéni, donc toutes les chatueuses, les sorodas du sud avaient une mission de pouvoir alimenter en fait ceux qui étaient sur place donc en nourriture. Donc ceux qui venaient du sud de Bouéni devaient amener en fait de la nourriture pour alimenter ceux qui étaient sur place, qui venaient. Mère de famille aussi autoritaire que joviale, elle multipliait les activités. Elle aimait notamment partager son savoir et sa connaissance des Maoulidas Chengue. Les gens, ils venaient, donc, déjà pour le voir, en fait, pour pouvoir, mais aussi pour prendre des conseils. Donc, c'était un fundi, hein, au moment, le fundi Maoulida, les gens qui viennent jusqu'à la dernière, avant sa disparition, donc les gens venaient toujours vouloir apprendre le Maoulida. Donc, et ça, ce qui est extraordinaire, c'est que ces Maoulidas, tous ces morceaux de Maoulida, il le connaît par cœur. Donc les gens venaient avec leur cahier. Elle avait toute sa tête jusqu'à la fin? Toute sa tête jusqu'à la fin. Comme tant d'autres chatouilleuses, Mouengue aura vécu sa vie dans l'anonymat. Cependant, et malgré l'évolution de l'île, elle n'a jamais exprimé le moindre regret quant à son engagement. Elle n'a pas exprimé en fait un regret, mais bon, je crois qu'elle a plutôt veut aller en fait que les choses aillent encore plus loin. Donc je crois que c'est plutôt un sentiment en fait d'inachevé, en fait qu'elle a beaucoup, en fait qu'elle a exprimé. Mais bon, le regret de là où on est arrivé, donc elle n'a pas exprimé en fait un regret, mais elle aurait aimé que les choses aillent plus loin et que voilà le développement aille plus loin, et que voilà, notamment peut-être quelque chose en fait qu'elle a, donc ceux qui ont mené ce combat-là puissent avoir une vie beaucoup plus meilleure que ce qu'ils ont aujourd'hui. Avoir une vie meilleure, c'est pour cela que Mouengue s'est battue. Si de son vivant elle n'aura pas pu jouir totalement du fruit de son combat, les enfants de Mayotte peuvent encore lui rendre hommage en prenant en main le développement du 101e département de France. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.